Merci d'abord de nous avoir invités à communiquer sur cette pathologie. On va voir qu'elle est de plus en plus fréquente, notamment en apnée. Donc moi, je suis le docteur Druel, ma collègue, le docteur Dobresse. On est tous les deux médecins militaires au caisson à Sainte-Anne. Ouais, ok. Ça marche. On appuie sur ça, comme ça. Donc le sujet qui nous importe là, actuellement, c'est les œdèmes pulmonaires d'immersion en apnée. Alors tout d'abord, est-ce que c'est un accident qui est fréquent? Alors là, vous avez une slide avec la répartition des différents accidents qu'on reçoit au caisson à Sainte-Anne. Donc l'œdème pulmonaire d'immersion représente environ 15% des accidents de plongée. Alors c'est une pathologie accidentelle qui est de plus en plus fréquente, hein, et ces 15% ont plutôt tendance à virer sur le 20% actuellement. Donc là, ce sont les œdèmes pulmonaires d'immersion, toute immersion. Donc ça comprend aussi bien les plongées en scaphandre que les plongées en apnée. Alors l'œdème pulmonaire d'immersion, c'est un danger qui est réel. Pourquoi? On estime que ça représente environ 50% des morts en plongée. Alors pour différentes raisons. Il peut y avoir une décompensation cardiaque sur un terrain qui est un peu fragilisé. Il peut y avoir des cardiomyopathies de stress, qu'on appelle le syndrome de Takotsubo. Il y a aussi des noyades par perte de connaissance, puisque, comme vous l'avez bien vu tout à l'heure, la reprise de la ventilation en eau aboutit souvent à une noyade. Alors nous, on est confrontés essentiellement à deux types de plongeurs. Des plongeurs qui sont jeunes et sportifs. On parlait tout à l'heure des triathlètes. L'œdème pulmonaire d'immersion, c'est l'origine de certains décès en triathlon. Et on a pu remarquer dans les armées, d'ailleurs, où on a pas mal de triathlètes, qu'il y a des œdèmes pulmonaires d'immersion graves qui surviennent volontiers chez nos plongeurs très sportifs. La deuxième population à laquelle on est confronté pour les œdèmes pulmonaires d'immersion, c'est une population un peu plus âgée, avec essentiellement des facteurs de risque cardiovasculaires. Vous comprendrez très bien après pourquoi. Donc dans notre population de jeunes militaires, ça c'est une étude qui a été faite sur l'école de plongée, où on a un peu répertorié les circonstances de survenue de l'œdème pulmonaire d'immersion. Dans son intitulé, l'œdème pulmonaire d'immersion survient en immersion. À l'école de plongée militaire, à Saint-Mandrier, on fait de l'apnée, on fait de la natation et on fait de la plongée en scaphandre. Donc dans ces trois situations, le corps est immergé, et dans ces trois situations, on décrit des œdèmes pulmonaires d'immersion. Et on peut voir sur cette diapositive que la majeure partie des œdèmes pulmonaires d'immersion qui surviennent à l'école de plongée sont dues à des natations. Alors ce sont des natations qui sont un peu militaires, donc on va dire qu'elles sont un peu soutenues. C'est pas de la balade, il y a quand même un chrono derrière. Donc les élèves se tirent un peu sur l'organisme. Les OPI, donc parmi les OPI, on classe des OPI graves et des OPI un peu moins graves. Donc sur une période de 3 ans, on a reçu environ 320 accidentés de plongée à Sainte-Anne. Et parmi ces 320 accidentés, il y en a 57 qui étaient des OPI graves. Et on a regardé un petit peu quelle était l'origine de ces OPI graves, notamment entre la plongée sous-marine et l'apnée. Et on se rend compte que dans l'apnée, il y a quand même des OPI graves qui peuvent survenir, certes beaucoup moins fréquents qu'en plongée en scaphandre, mais ça vous concerne aussi et ça peut mettre en péril vos fonctions vitales. Alors l'accidentologie en plongée, classiquement, c'est souvent l'accident biochimique avec la perte de connaissance, ce qu'on appelle la syncope hypoxique. Il y a pas mal de barotraumatismes, donc une pathologie qui est un petit peu plus bénigne, on va dire. L'œdème pulmonaire d'immersion qui occupe de plus en plus une place importante parmi l'accidentologie en plongée. Et enfin, un accident qui est beaucoup plus rare, surtout dans nos régions, mais qu'on voit de temps en temps, c'est le Taravana, donc l'accident neurologique de l'apnéiste. Alors, quelle est la physiopathologie de l'œdème pulmonaire d'immersion? Tout va se passer au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Donc là, vous avez une coupe microscopique d'un capillaire alvéolaire. Donc, la barrière alvéolo-capillaire, c'est une surface qui est très très importante, puisque ça représente environ 50 à 100 mètres carrés. Ça, c'est en fonction de la physiologie de chacun. Mais globalement, il faut estimer que pour un adulte de 70 kg, c'est l'équivalent en surface d'un terrain de tennis. Donc c'est une surface d'échange qui est très très large. Son épaisseur est très très fine.
hein, elle est inférieure à 1 micron. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle se laisse pénétrer par l'oxygène et par le CO2, hein, son rôle étant d'extraire le CO2 et d'intégrer l'oxygène. Donc en fait, il y a une espèce de paradoxe qui se crée à ce niveau-là, puisque la membrane doit être suffisamment solide pour pouvoir résister aux variations de pression qui sont liées à l'immersion, mais suffisamment fine pour pouvoir permettre l'échange de ces gaz en ventilation. D'où sa fragilité extrême. Alors, qu'est-ce qui se passe en immersion? Tout d'abord, on a l'effet de la pression hydrostatique qui va augmenter le Blue Shift, on en reviendra un peu tout à l'heure. Il va y avoir une ascension diaphragmatique, et tout ça, ça va créer une hypervolémie relative qui va avoir un impact direct sur la circulation artériolo-capillaire et qui va majorer un gradient de pression. Au niveau du cœur, l'immersion a aussi différents effets, avec la libération d'hormones natriurétiques, l'ANP et le BNP, qui, outre leur fonction principale, ont aussi pour fonction secondaire d'augmenter la perméabilité capillaire. Donc ça va favoriser la survenue de l'œdème pulmonaire d'immersion. Alors, l'œdème pulmonaire d'immersion va survenir quand on va avoir une augmentation du gradient de pression transmurale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être la différence de pression entre le capillaire qui entoure l'alvéole et l'intérieur de l'alvéole. Dès qu'il va y avoir une augmentation importante de ce gradient, il va y avoir une augmentation, donc la pression capillaire qui augmente, il va y avoir donc la pression alvéolaire qui va diminuer. L'augmentation de la perméabilité alvéolo-capillaire va favoriser donc le passage de l'eau qui se trouve dans le sang vers l'alvéole où elle n'a pas lieu de se trouver. Puisque l'alvéole, c'est simplement un petit sac où on va ventiler de l'air sans eau. C'est à ce moment-là que survient l'œdème pulmonaire d'immersion. Alors, on va détailler un petit peu cette augmentation de la pression capillaire. Tout d'abord, le Blue Shift. À partir du moment où on s'immerge dans l'eau, sans faire quoi que ce soit, c'est-à-dire le nageur qui va simplement être dans l'eau, tête hors de l'eau, il va y avoir une redistribution sanguine de la périphérie vers le centre. Et essentiellement, tout le sang qui se trouve au niveau des membres inférieurs va se retrouver piégé au niveau du thorax. Et rien que le fait de s'immerger dans l'eau, on va avoir une redistribution d'environ 600 à 700 cc, donc un petit peu moins d'1 litre, dans les organes centraux. Essentiellement la vascularisation cardiaque et surtout pulmonaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Blue Shift. Alors ce Blue Shift peut être majoré par une vasoconstriction, notamment liée au froid. Quand on a froid, on a les vaisseaux qui se ferment, c'est un moyen de protection, et tout ça, ça majore le Blue Shift. Le stress aussi majore le Blue Shift. L'effort physique, dès qu'on va faire un effort physique, il va y avoir une augmentation du débit cardiaque, et donc on va augmenter aussi tout le transfert du sang vers l'appareil cardio-pulmonaire pour justement favoriser l'oxygénation du sang. Enfin, tout ce qui est dysfonction cardiaque, si le cœur ne répond pas aux attentes que l'organisme a, il peut y avoir une augmentation de cette pression capillaire qui va être anormale et donc favoriser la survenue de l'œdème pulmonaire d'immersion. L'augmentation de la perméabilité capillaire peut entraîner des lésions mécaniques ou biochimiques au niveau de cette barrière qui ne va plus avoir son rôle de filtration entre l'air alvéolaire et le sang. Notamment par la sécrétion d'ANP qui, elle, survient systématiquement en immersion. Alors, quelques spécificités pour l'apnée. Tout d'abord, on a le lung squeeze, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est cette réduction du volume pulmonaire qui est liée à l'augmentation de la pression ambiante jusqu'à une certaine limite et qui va être en partie contrée par le Blue Shift. Finalement, c'est une baisse de la pression intra-alvéolaire qui va franchement diminuer. Et vu que la pression alvéolaire diminue, ça va attirer un petit peu plus l'eau du sang vers la surface alvéolaire. Et enfin, les contractions diaphragmatiques, qu'elles soient volontaires ou involontaires, finalement, ça va faire un effet de piston qui va jouer aussi sur la pression intra-alvéolaire et qui peut favoriser la survenue de cet œdème. Alors, un petit schéma pour reprendre les spécificités qui sont liées à l'apnée. Tout d'abord, quand on fait de l'apnée, on va faire en partie un exercice physique
qui va avoir une action sur la pression artérielle, mais il y a aussi, je vous le rappelle, donc le Blood Shift, qui va augmenter donc la quantité de sang qui va circuler au niveau de la circulation pulmonaire. Tout ça, donc, ça va créer un gradient de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire. Si on rajoute les contractions diaphragmatiques liées à l'apnée, que ce soit volontaire ou pas, hein, donc avec cet effet piston, on va majorer ce gradient, et c'est à ce moment-là que survient l'œdème pulmonaire d'immersion. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Debras qui va vous présenter quelques cas d'OPI chez les apnéistes qu'on a reçus au caisson ces dernières années. Donc pour vous rendre cela plus concret, on a relevé, donc on va vous présenter 3 personnes qui présentent un peu des profils d'apnée que vous pouvez faire dans vos entraînements et voir un peu les signes qu'ils ont eus et l'évolution clinique qu'ils ont eue. Donc la première personne qu'on vous présente, c'est une femme de 38 ans qui a fait pendant 1 heure en fait 20 apnées entre 6 et 25 mètres. Et lors de sa 10e, lorsqu'elle a fait son retournement, elle a présenté une douleur rétrosternale, donc à peu près ici, mais ça ne l'a pas empêchée à continuer sa séance d'apnée. Elle n'a pas eu d'autres signes. Elle est retournée à l'eau le lendemain, elle a fait exactement le même profil d'apnée. Et dans l'après-midi, donc à distance de ces 2 séances d'apnée d'entraînement, elle a présenté des crachats, donc des crachats assez mousseux, rosés, avec des stries de sang dedans. Donc ça, c'est assez caractéristique des signes d'œdème pulmonaire d'immersion. Et elle est venue d'elle-même consulter au caisson de Sainte-Anne. Donc, quand les personnes se présentent sur des signes qui nous font penser à des œdèmes pulmonaires d'immersion, vu le contexte de la plongée ou de l'apnée, les signes cliniques qu'ils ont présentés, on va lancer toute une batterie d'examens, dont l'échographie en fait, transthoracique, pour chercher s'il y a des signes indirects d'eau dans les poumons. D'accord ? Pour cette personne, elle était strictement normale. Donc voilà, là c'était et on fait aussi une échographie cardiaque qui était normale. Au bilan cardiaque, on cherche à savoir si c'est un œdème pulmonaire grave, donc avec des signes qui montrent une défaillance cardiaque ou des signes d'hypoxie majeure, que cette personne n'avait pas. Et au scanner, je vais vous montrer sa coupe. Ça, c'est une image de scanner avec un parenchyme pulmonaire strictement normal, où il n'y a pas du tout de signe d'œdème pulmonaire. D'accord ? Donc dans les suite à ce bilan qui était rassurant, une jeune femme qui n'avait pas du tout de signes qui persistaient, elle a pu rentrer à la maison, elle n'a pas eu besoin d'être hospitalisée. Par contre, comme il y a un risque de récidive qui est important et il faut quand même que le corps cicatrise, elle a 1 mois d'inaptitude pour toute activité aquatique. Comme on sait que l'œdème pulmonaire survient aussi en natation, c'est natation, apnée, plongée. D'accord ? Et la reprise est possible au bout d'1 mois en ayant revu son médecin qui refait un bilan cardiaque complet pour être sûr qu'il n'y a pas eu une décompensation cardiaque à distance ou qui s'est réveillé par cet accident. Le deuxième cas dont on va vous parler, c'est un homme de 36 ans qui, lui, était en stage de monitorat d'apnée dans la région et que sur sa première journée de stage, il fait sur 1 heure 10 apnées progressives de 10 à 20 mètres. Après l'apnée, il présente une toux sèche, avec pareil que la jeune femme d'avant, des crachats avec des traces de sang. Spontanément, il va arrêter son stage pour 1 semaine, mais il ne consultera pas. Donc il attend que ça passe tout seul. Quand il se remet à l'eau au bout de 7 jours, il refait le même type d'apnée, un peu moins profond, donc de 5 à 10 mètres, et les symptômes reviennent, exactement les mêmes. Et pareil, il attend 24 heures avant de consulter chez nous, et il vient spontanément en consultation. Donc c'est un patient au bout de 24 heures où le bilan cardiaque est strictement normal, il n'en a aucun signe d'hypoxie à la biologie. Et par contre, à l'écho pulmonaire, on retrouve ce qu'on appelle des queues de comète,
Ça signe la présence d'eau au niveau des alvéoles, donc ce qui est anormal et qui signe l'œdème pulmonaire d'immersion dans ce contexte. Et à son scanner, vous voyez par rapport à la comparaison avec l'autre, on voit de manière bilatérale vraiment toutes ces petites images floconneuses qui montrent en fait l'œdème pulmonaire. Donc cliniquement, il allait bien, d'accord. On n'a pas eu besoin de l'hospitaliser. Mais par contre, lui était en récidive sur 7 jours de repos. Donc il a eu la même chose, 1 mois d'inaptitude de toute activité aquatique et la reprise au bout d'1 mois, si tout son bilan cardiaque à distance était normal. Le 3e cas, c'est toujours un jeune homme de 25 ans qui faisait un stage d'apnée et qui, lui, a présenté, donc sur ses apnées progressives, entre 6 mètres, 11 mètres, 14 mètres 50 et 16 mètres 50, à la 19e, après il a fait 19 mètres, il a ressenti déjà une gêne respiratoire. Et sur la dernière, à 27 mètres, là, il a eu des signes directement en surface, quand il était encore immergé, de dyspnée avec des toux et des crachats sanglants qui ont nécessité une évacuation médicalisée. Donc il a été amené par les pompiers en oxygène chez nous. Et lui, au bilan sanguin, on retrouvait encore une hypoxie majeure, malgré l'oxygène qu'il avait eu pendant tout le transport. Par contre, au niveau cardiaque, on n'avait pas de modification. Alors son scanner à lui, hop, je ne sais pas si on peut mettre la vidéo. On va essayer de vous le montrer en déroulé. Donc voilà. Donc là, on fait tous les poumons de bas en haut, d'accord, comme s'il était coupé comme un saucisson, et vous allez voir, voilà. Là, tout le blanc, de manière bilatérale, vous voyez, c'est les signes d'œdème pulmonaire. Donc, c'est un œdème assez majeur. Voilà. Donc lui, il a été gardé 24 heures en hospitalisation, vu son hypoxie initiale et son besoin d'oxygène. Et sous oxygène, son évolution a été rapidement favorable. Donc, de manière identique, même si c'était un OPI qui était plus marqué à l'arrivée, il a eu 1 mois d'inaptitude également de toute activité aquatique. Et avec une reprise 1 mois après un bilan cardiaque à réaliser. Voilà ce qu'on peut dire sur les œdèmes pulmonaires en apnée. C'est vraiment, vous avez vu par ces différents cas cliniques que c'est très individuel, en fait, les signes que les gens vont présenter et la gravité des signes. Là, on vous a présenté 3 cas de personnes en bonne santé, jeunes, donc qui n'ont pas décompensé au niveau cardiaque. D'accord ? Nous, dans les cas qu'on reçoit à Sainte-Anne, souvent en plongée en scaphandre, on a des problèmes cardiaques qui se réveillent après cet œdème pulmonaire d'immersion. Donc ce qui est important, c'est que c'est un accident grave qu'il ne faut pas minimiser, qu'il faut venir consulter dès qu'il y a des signes qui se présentent en apnée, et que surtout, il peut récidiver. Il y a à peu près 17% de personnes qui récidivent après un premier épisode d'œdème pulmonaire. Donc voilà pour nous. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Alors moi, je ne connais pas grand-chose, mais c'était juste pour savoir si c'est possible en descente d'apnée d'avoir la plèvre qui se décolle. J'ai pas compris. Alors, le mécanisme de l'œdème pulmonaire d'immersion, ce n'est pas du tout le même que le pneumothorax, c'est-à-dire la surpression pulmonaire. Il n'y a pas de décollement de plèvre dans ces cas-là. C'est vraiment une inondation intra-alvéolaire de l'eau que vous avez dans le sang. Donc c'est un passage, c'est une noyade interne en fait. Mais il n'y a pas de décollement de plèvre. Une autre question. Oui, est-ce que l'hypertension, dans votre étude, est un facteur de risque pour la survenue de l'œdème pulmonaire d'immersion ? Alors clairement, l'hypertension, c'est le facteur de récidive principal de tous les œdèmes pulmonaires d'immersion. Quand on fait le bilan cardiaque dont vous a parlé le docteur Dobrest, on s'acharne même à rechercher une hypertension avec un monitoring ambulatoire de la pression artérielle. Et de temps en temps, on a des découvertes d'hypertension qui étaient méconnues jusqu'à présent.
En cas d'hypertension, on émet des grosses restrictions sur la reprise de la plongée, que ce soit de l'apnée ou du plongeur en scaphandre. Les statistiques que vous avez présentées au début, 30% d'apnée, 70% de plongée, c'était sur vos militaires ou c'est global au niveau de l'hôpital? C'est global sur tous les accidents qu'on reçoit à Sainte-Anne, donc militaires et non militaires. Ouais, donc ma question, c'est que globalement, vous ne savez pas la proportion de pratiquants au-dessus. Parce que s'il y a 10 fois plus de pratiquants de plongeurs par rapport à l'apnée, ce n'est pas la même signification. C'est pour ça que je voulais savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les chiffres qu'on vous présente, ils sont forcément biaisés parce que la plupart du temps, les œdèmes pulmonaires d'immersion sont à minima et les gens ne viennent pas forcément consulter. Et nous, on voit la plupart du temps que les cas graves que le SAMU nous envoie. Donc, on a des chiffres hospitaliers, on n'a pas des chiffres généraux de la population habituelle. Bonjour. Je suis étonné de voir que dans les 3 cas, en fait, les préconisations que vous faites derrière sont exactement les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, apnéistes, ou que, en fait, que ce soit grave ou pas, on arrête un mois, on attend et après on refait des analyses, ça se régénère aussi vite que ça, c'est ça que je veux dire? Alors, ça se régénère. L'inaptitude à un mois, c'est un minimum. Après, on fait un bilan. Et puis, on regarde. S'il y a des facteurs de risque de récidive, bon, il n'y a pas de reprise. Là, fort heureusement, il n'y a pas eu de facteurs de risque pour ces 3-là. Mais parfois, surtout sur des OPI graves, on émet une inaptitude définitive à la reprise de la plongée. Ça arrive. Alors, plus souvent chez les plongeurs en scaphandre que chez les apnéistes. À part l'hypertension, est-ce qu'il y a d'autres éléments précurseurs? Parce que là, quand on regarde vos 3 cas, les exercices d'apnée étaient quasiment basiques, simples. Enfin voilà, il n'y a pas de... Au vu de ce qui a été déclaré, en tout cas, il n'y a pas de processus d'accident. Qu'est-ce qui aurait pu l'éviter en fait en prévention? C'est ça? Non, qu'est-ce qui peut être déclenchant d'un accident comme ça, mis à part l'hypertension? Est-ce qu'il y a, parce que sur les process d'exercice, il n'y avait rien de compliqué, rien de grave. En fait, c'est vraiment ce qu'on retombe sur la physiopathologie de l'œdème, c'est l'exercice en tant que tel en immersion. On sait que selon la personne et le moment, il va pouvoir déclencher simplement par le fait d'être immergé et de toute la physiopathologie qu'on vous a expliquée avant, ça va faire cette fuite et cet œdème. Alors après, souvent quand on réinterroge les gens, on sait qu'ils ont déjà eu des signes en natation ou des choses comme ça. La personne qui a fait un œdème pulmonaire risque d'en refaire un. Je vais rajouter juste un petit complément. Bien souvent, on a des apnéistes qui sont très forts, qui vont à des profondeurs importantes et qui font leur œdème pulmonaire d'immersion dans 10-20 mètres d'eau. Donc on ne comprend pas pourquoi. Il y a probablement un facteur interindividuel qui doit changer d'un jour sur l'autre. Et il y a peut-être aussi une composante infectieuse pulmonaire ou ORL qui pourrait favoriser. Voilà, donc si on a l'habitude d'aller à 60 mètres, malgré tout, on peut faire un OPI à 20 mètres. Ça arrive. Fabrice. Bonjour. Est-ce que vous avez mis en évidence un morphotype de plongeur qui a tendance à faire des œdèmes ou non? J'ai pas compris, pardon. Est-ce que vous avez mis en évidence un morphotype, oui, un type plutôt d'apnéiste qui ferait les œdèmes par rapport à... On essaye de trouver des signes génétiques, enfin des prédispositions génétiques, des choses morphologiques qui pourraient expliquer. Pour l'instant, on n'a pas... On est sur une piste génétique qui semble intéressante. Après, c'est du dépistage génétique, donc c'est un peu compliqué aussi. Mais il y aurait effectivement une génétique favorable pour la survenue de l'œdème pulmonaire d'immersion. Ok, merci. D'autres questions? On est dans le timing, hein, c'est extraordinaire, mais... Une question. Si on est récidiviste, est-ce que ça rend inapte à la pratique? Alors, si on est récidiviste, c'est qu'on a peut-être une génétique qui est favorable à la récidive. Le risque de l'œdème pulmonaire d'immersion, comme on l'a vu, c'est la noyade et le décès en plongée. Donc, les multirécidivistes, nous, on a tendance à les mettre inaptes.
on leur explique pourquoi, ou alors on limite franchement la pratique de l'apnée. Vu le nombre de questions, eh ben je conclus qu'on a bien fait de choisir ce thème-là. Vous vous sentez tous très concernés. Voilà. On va maintenant, je vous remercie.